Tant que vous ne maîtrisez pas vos données, vous n'êtes pas libre. Et si vos données, vous arrivez vraiment à les utiliser de façon efficiente, vous allez vraiment répondre à plusieurs problèmes. Donc, soyez les bienvenus à IA Tilé Acte 3. Je suis Rodolphe Bourreau, créateur de contenu sciences et technologies, et également communicateur de formation et de profession. Cette initiative que nous avons initiée, de nommer IA Tilé, IA, intelligence artificielle Tilé, qui signifie soleil en langue djoula, pour signifier période ou l'ère des IA. Donc, cette initiative a pour but de nous permettre de comprendre les intelligences artificielles génératives ou non et d'en tirer profit. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e conférence. Avant cela, nous avons effectué une première conférence qui était relative aux IA appliquées à la création de contenu. La 2e conférence a porté sur les IA et les opportunités d'emploi dans ce cas de figure. Et maintenant, la 3e conférence, celle d'aujourd'hui. Donc, la conférence va se passer de cette manière. En la première phase, nous allons présenter l'invité, qui est le conférencier M. Tipama. Par la suite, nous allons nous donner l'opportunité de faire l'économie de son travail, de sa présentation en 25-30 minutes. Et après, maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Ce sont des questions vraiment à bâton rompu. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est IA et agriculture en Afrique subsaharienne. Défis et perspectives. Nous sommes très heureux d'écouter religieusement aujourd'hui notre invité qui répond au nom de Wenmanagda Eli, 2e jumeau d'Ipama. C'est un homme pour lequel l'agroéconomie et l'agriculture n'ont plus de secret. À travers son parcours que nous allons découvrir tout à l'heure, nous saurons que c'est une personne qui est très passionnée de tout ce qui est métier relatif à la terre et à la nutrition humaine. Sur le plan académique, il est titulaire d'une licence en agroéconomie obtenue à l'université, à l'Institut Polytechnique privé Shalom, également d'un master 1 en agroéconomie obtenu dans le même Institut privé Polytechnique Shalom, et actuellement un master 2 analyse politique et planification de projets agricoles. En plus de ce parcours académique, il a eu à participer à de nombreuses formations telles que la formation à l'agriculture intelligente face au climat au Burkina Faso, également la stratégie et développement des marchés du carbone en Afrique, agriculture, carbone et changement climatique, gestion des risques de catastrophes et intégration de l'adaptation au changement climatique. Il a également participé à des conférences internationales telles que la conférence internationale de Taï-Nugen sur le changement climatique en 2025 et à la 5e conférence internationale sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable dans les tropiques 2025. Sur le plan académique, il a effectué des stages, dont un stage à l'Université technique de Berlin, en Allemagne, et à Anger Compagnie de Tunisie. Également, il a été consultant à l'ONG Initiative Panantouri pour le bien-être de la femme. Aussi, il est secrétaire général du bureau des juniors experts ONG Greening Africa Together. Et actuellement, il est associé de recherche à Humboldt University of Berlin. Et également, en plus de cette casquette, il est fondateur et manager de Greenfield Consortium, qui est une entreprise qui a pour objectif
d'effectuer la promotion de l'agriculture durable, d'encourager les pratiques agricoles intelligentes et de contribuer à la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Vous voyez que c'est une expérience très large et toutes ces connaissances seront partagées à travers cette conférence. Sur ce, place à l'expert. Elie Dipama, vous pouvez partager votre écran. Je vais arrêter. Merci beaucoup. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, pas encore. Juste une minute, juste pour rappeler que cette conférence est actuellement enregistrée et nous allons la diffuser plus tard sur YouTube. Et juste après la diffusion, nous allons vous partager le lien dans le même groupe WhatsApp. Ok. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas si... Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup pour la présentation. Je dirais que je n'aurais même pas pu aussi me présenter aussi bien. Merci encore à M. Boro pour l'invitation, pour vraiment joindre ce panel-là et pouvoir partager un peu de ce que je connais également dans le domaine, la petite connaissance que j'ai pu acquérir également au fil du temps. Et voilà, il a si bien dit, je suis agroéconomiste de formation. J'ai fait un master en analyse des politiques et planification des projets agricoles. Aussi, j'interviens en tant qu'expert aussi en compensation carbone au niveau de l'ONG internationale Greening Africa Together. Et actuellement, je suis en Allemagne où je fais des travaux de recherche et développement en lien avec la protection du climat, où nous développons beaucoup plus de solutions pour l'agriculture durable. Voilà, peut-être que je pourrais revenir en détail un peu là-dessus. Et aussi, je suis manager d'une entreprise sociale au Burkina Faso appelée Greening Africa, Greenfield Consortium. Donc, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai comme activité maintenant. Et aussi, par ailleurs, je suis également volontaire. J'ai été volontaire du programme national de volontariat burkinabé pour faire le design également d'un programme sur l'agriculture, comment on appelle ça en français? Désolé, je perds souvent les mots. Soilless agriculture, l'agriculture au sol. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est une petite présentation que je vais faire. Vous pouvez peut-être noter vos questions. Pour l'instant, je ne peux pas voir le chat. Donc, à la limite, vous pouvez peut-être écrire au niveau du chat. Lorsque je vais finir la présentation, on peut en discuter. Et aussi, j'attends aussi la contribution de d'autres personnes aussi qui sont en ligne actuellement parce que l'objectif, c'est de pouvoir partager entre nous. Personne n'a le monopole de la connaissance. Le peu d'expérience aussi qu'on a, on peut partager de sorte à ce que nous puissions aussi ressortir, grandir. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi qui joignent de différentes parties de l'Afrique. Donc, on aimerait bien aussi avoir votre retour en termes d'expérience sur les réalités, les différents usages que vous avez concernant l'agriculture durable, concernant l'agriculture intelligente également. Donc, sans plus tarder, voilà, le plan que nous allons adopter par rapport à la présentation va s'articuler autour de ces points suivants. Donc, premièrement, je vais donner une petite introduction avec situer un peu le contexte. Peut-être qu'il y a parmi nous également des gens qui ne sont pas du domaine agricole. Donc, c'est bien de pouvoir situer un peu le contexte. Et en deuxième lieu, nous allons un peu aborder les questions liées à l'interaction entre l'intelligence artificielle et puis l'agriculture. Ensuite, on pourra voir peut-être quelques cas pratiques de projets africains. Sorry, désolé. C'est pas, ce sont les appels qui sont... Désolé. Voilà, donc un peu les cas pratiques, un peu sur des projets africains où des jeunes Africains ont développé des solutions qui sont vraiment très intéressantes. Ensuite, nous allons aborder les questions des défis, voilà, et aussi peut-être des perspectives stratégiques également.
qu'on peut voir à travers tout ça. Donc, pour situer un peu le contexte, faut déjà savoir que l'Afrique a vraiment un énorme potentiel, en particulier aussi l'Afrique subsaharienne. Et en termes de population, parce que nous avons une population qui est vraiment très jeune. On estimait autour de peut-être 70% de la population africaine qui est vraiment très jeune. Et il faut savoir que d'ici 2050, on va être approximativement 2 milliards 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Ça, ce sont les références un peu du Fonds monétaire international. Et l'agriculture en Afrique subsaharienne représente près de 23% du produit intérieur brut. Voilà, et je sais qu'au Burkina Faso, on avoisine près de 40% du produit intérieur brut, dépendamment. Mais c'est vrai que dans les dernières années, euh, le secteur minier a vraiment pris un boom, mais le secteur agricole aussi a aussi pris un boom, ce qui fait que ça contribue également, pour peu en tout cas, au produit intérieur brut. Et aussi, il faut savoir que la plupart de nos populations jeunes, la population active, il y a près de 60% qui dépendent de l'agriculture. Et si je fais le parallèle avec le Burkina Faso, on est autour de 70 à 80% de la population qui est dans le secteur agricole. Ça montre vraiment l'intérêt vraiment du secteur agricole et qui est vraiment très déterminant pour nos économies, notamment celles en Afrique subsaharienne. Et aussi, selon les prévisions de la FAO, c'est que les rendements en Afrique là vont vraiment baisser 2 à 3 fois, peut-être beaucoup plus inférieurs qu'à la moyenne mondiale. Et cela est beaucoup plus lié à plusieurs contextes, que ce soit les contextes sociaux, politiques également, économiques, mais aussi sur le plan climatique. Voilà, parce que nous subissons de plein fouet les effets des changements climatiques. Parce qu'on peut dire aussi que l'Afrique ne contribue pas beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre et autres, mais nous subissons vraiment, tous ceux qui sont vraiment au niveau des tropiques subissent vraiment de plein fouet les actions, l'impact des changements climatiques. Et aussi, il faut aussi rappeler que l'agriculture aussi contribue pour peu à l'émission des gaz à effet de serre. Voilà, quand vous prenez par exemple l'élevage à travers le méthane, puisqu'il y a au moins trois sources de pollution qu'on peut trouver au niveau de l'agriculture. Cela à travers peut-être l'émission de CO2, de gaz carbonique, et aussi à travers le méthane. Et aussi les complexes fluorés également qui peuvent également intervenir, que ce soit avec les engrais chimiques et autres. Donc, tout ça, lorsqu'on les utilise également, il y a des émissions directes qu'on peut faire, on peut avoir au niveau des fermes agricoles, comme également des émissions indirectes. Voilà, peut-être pour ceux qui sont plus intéressés, on peut parler de ça après. Et il faut également comprendre que d'ici 2050 aussi, on risque aussi d'avoir des problèmes au niveau des rendements agricoles. Voilà, lorsque je parle également de tout ce qui concerne un peu les intrants, la baisse de la fertilité des sols également, ça c'est également un impact qui est également lié non seulement aux activités anthropiques, toutes les actions qu'on mène au niveau des fermes et tout, mais aussi d'autres actions qui sont couplées, voilà, liées beaucoup plus au dérèglement climatique. Donc c'est un peu un petit contexte que j'ai donné de l'agriculture pour ceux qui ne sont pas dans le secteur agricole puissent voir vraiment l'importance du secteur agricole et voir un peu le lien, pourquoi également nous parlons d'IA également et de l'agriculture, et quelle peut être la combinaison de ces deux-là pour vraiment corriger ces différents tas et anticiper sur certaines conséquences qui peuvent également survenir. Donc, l'intelligence artificielle, ça, vous pouvez le trouver sur le net. Voilà, beaucoup plus d'informations sur comment est-ce que ça a commencé et tout. Et d'aucuns pourraient croire que peut-être c'est l'orée des années, peut-être fin 2018, 2019, quand on a eu vraiment les cours de ChatGPT, Gemini et autres, que l'intelligence artificielle a commencé, non. Ça a bien commencé avant, autour des années 1950, par John McCarthy. Et à cette époque-là, il parlait déjà de machine learning en quelque sorte, tuning. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en train, dans l'optique de pouvoir réfléchir sur créer vraiment mettre en place vraiment une plateforme, mettre en place vraiment un système
qui va permettre de pouvoir imiter l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est quoi? C'est comme l'apprentissage, le raisonnement, et pouvoir résoudre des problèmes qui sont assez complexes en un temps record. Donc déjà, dès les années 50, là, ils ont commencé déjà à réfléchir, à voir un peu au niveau de la programmation et autres, pour pouvoir vraiment créer des machines qui sont très intelligentes. Donc, ça n'a pas commencé maintenant, mais c'est pour dire que dans les dernières années, ça a pris vraiment un essor avec un boom, avec le développement de data centers et vraiment de systèmes qui sont beaucoup plus performants au fil du temps. Et ça ne fait que également, en tout cas, il y a vraiment de trucs, de nouvelles données qui sont encore en train d'être relâchées. Si vous suivez l'actualité récemment avec aussi les Chinois qui sont en train de développer vraiment des robots qui sont très performants, qui à la limite vraiment peuvent compétir avec les hommes par rapport à certains domaines bien précis. Donc, c'est pour dire que l'intelligence artificielle est vraiment très importante également dans plusieurs secteurs, notamment en agriculture également, c'est vraiment très important. Et lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle de façon générale, ça englobe plusieurs domaines, comme le machine learning. Et ça, c'est par exemple, lorsque vous prenez une image, ça veut dire que vous apprenez au système, à l'ordinateur, de pouvoir reconnaître peut-être une image, à force de pouvoir lui montrer des images peut-être de quoi, d'oiseaux, à force de lui montrer, lui dire, OK, ça c'est un oiseau, ça c'est un oiseau. Le machine learning, il va maintenant concevoir ça dans le système là pour dire, OK, voici les caractéristiques d'un oiseau. Il y a des plumages, il y a tel truc, il y a au moins deux pattes. Voilà, essayez quand même avec la récurrence là, des images que vous lui présentez, il pourra être capable de pouvoir reconnaître un oiseau. Le deep learning, c'est un peu plus profond. C'est aussi du machine learning, mais c'est vraiment très profond. Parce que là, ça imite vraiment le système des neurones au niveau de trucs, des êtres humains, de sorte à pouvoir vraiment combiner de façon avec plusieurs couches. Ça veut dire que de traitement des données, de telle sorte que ça soit vraiment apte à pour vraiment analyser certains domaines qui sont très complexes. Voilà, donc ça c'est le deep learning. Et le traitement du langage naturel, c'est un peu si vous regardez avec peut-être ceux qui ont des iPhones, avec Siri ou bien avec Gemini, hein, avec Google. Donc, ils arrivent à peut-être imiter le langage humain. Et dès lors que vous vous connectez, et peut-être ceux qui ont des voitures un peu plus sophistiquées, qui peut-être des Mercedes ou bien quelque chose comme ça, ou bien des Tesla, automatiquement, quand vous rentrez, euh, la machine qui est incorporée, ça veut dire que le logiciel qui est incorporé va commencer à converser avec vous. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de parler avec un homme aussi qui vous répond selon vos préférences et tout, qui apprend également à communiquer. Et la vision par ordinateur, c'est vraiment, c'est aussi des images, mais c'est qu'il y a des serveurs qui sont vraiment derrière, qui observent les images. Donc, ça peut être les images satellites ou bien des images prises par le dos pour pouvoir également compiler. Et la façon dont vous allez décrire à l'intérieur, par exemple, on va voir ça un peu plus tard pour le domaine agricole, en fonction peut-être de la coloration des feuilles, peut peut-être interpréter ça pour dire, OK, ça c'est vraiment tel aspect, ça correspond à ça. Donc c'est à vous de vraiment le calibrer, mais il faut vraiment un système derrière où vous allez peut-être travailler pour pouvoir donner des tâches, définir un peu la lecture de chaque comportement. Donc c'est un peu ces domaines-là qui sont pris en compte lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. Voilà, donc et concernant les applications clés qu'on peut voir, au niveau de l'agriculture, on a le diagnostic des cultures. Donc, et l'image que vous voyez un peu plus en haut, vous allez voir qu'il y a une certaine coloration. Quand vous prenez peut-être l'image en haut, un peu à gauche, vous allez voir des points qui sont rouges, des points qui sont plus ou moins orangés, un peu jaunes, vert clair, vert olive, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des images qui sont traitées grâce à l'intelligence artificielle. Donc, et plus avec ces images-là, lorsque vous les comparez, la photogrammétrie. Donc, on utilise le plus souvent des drones multispectrales pour pouvoir analyser ces différentes images-là. Donc, ces drones-là ou bien ces caméras
qui sont au niveau des drones là, sont capables de pouvoir, de façon séquentielle, couvrir à un temps record une superficie donnée, mais aussi de pouvoir aussi, à travers la photogrammétrie, être capable de pouvoir distinguer les différentes colorations. Et maintenant, il y a des actions qui sont combinées. Voilà. Donc, on va peut-être entraîner le logiciel, on va entraîner à travers l'intelligence artificielle, donc ça veut dire que les logiciels, à pouvoir reconnaître les colorations pour savoir que si on a telle couleur, cela veut dire que on a une carence. Voilà. Si on a telle couleur, cela veut dire, ça s'interprète comme ça. Sinon, au départ, l'intelligence artificielle n'aura pas d'informations. Mais il faut également une équipe compétente derrière, d'experts qui sont dans le domaine, qui, avec plusieurs expériences, ils ont conduit. Ils vont peut-être faire des prélèvements de sol pour savoir, OK, telle coloration peut correspondre à une carence azotée, telle coloration peut correspondre à tel facteur. Donc, et intégrer ça maintenant dans le système. Et au moyen de l'intelligence artificielle, cela va pouvoir compiler ces données-là de façon rapide, de telle sorte qu'en un temps record, vous allez pouvoir avoir des informations de retour direct sur le stress également, hydrique. Voilà, ça peut également les maladies. Donc, et vous voyez peut-être l'image à gauche où quelqu'un est en train d'utiliser un portable, une application pour détecter les maladies. Voilà, peut-être il y a des agronomes qui sont parmi nous, ils peuvent peut-être identifier un peu les différentes maladies qu'on a pour la tomate ici. L'image au milieu, c'est le mildiou, c'est vraiment des attaques des attaques fongiques qui créent carrément la pourriture des fruits. Et aussi, ça affecte également les feuilles. Donc, on va entraîner l'intelligence à travers l'intelligence artificielle, les logiciels là, à pouvoir reconnaître ce type de maladie. Donc, et si vous voyez l'image qui est au centre et puis un peu à droite, c'est toujours sur les tomates. Mais vous voyez que la position n'est pas pareille. Voilà, ça c'est au niveau du pédoncule, un peu lié carrément au niveau des branches. Mais l'autre se trouve carrément en bas. C'est pas les mêmes types de maladies. Donc, avec ça, on va entraîner l'intelligence artificielle à pouvoir détecter ces maladies, à reconnaître. Voilà. Donc, au milieu, c'est le mildiou. Et à droite, là, c'est beaucoup plus les cul-de-sac. Donc, ça veut dire que c'est une pourriture qui se fait au niveau de la partie en pointe des fruits. Et ça, c'est beaucoup plus lié soit à une mauvaise fertilisation ou bien à une mauvaise, à l'excès d'eau au niveau des différents pieds. Donc, automatiquement, lorsqu'on entraîne le logiciel, les softwares à pouvoir reconnaître ces maladies-là. C'est à plusieurs répétitions qu'on l'entraîne, au fait. Ça ne vient pas de façon automatique. D'abord, il faut d'abord un travail derrière pour pouvoir l'apprendre, à pouvoir reconnaître. Et automatiquement, pour quelqu'un qui n'est même pas du domaine agricole, s'il utilise l'application, également, il peut être capable de pouvoir détecter les maladies. Donc, et peut-être des collègues dans le domaine agricole pourraient dire que peut-être l'intelligence artificielle va venir peut-être supprimer leur contribution pour le secteur agricole. Non, au contraire, c'est une aubaine de pouvoir vraiment s'approprier ces outils-là et pouvoir aussi les utiliser pour mieux encadrer. Parce qu'avec le niveau de connaissance également que tu as, tu peux aussi, à travers l'intelligence artificielle, pouvoir détecter rapidement des maladies. Par exemple, lorsque j'ai parlé des différents types de maladies au niveau de la tomate, il y en a plusieurs. Il y a d'autres même que tu n'as peut-être pas encore rencontrés, si tu n'as pas encore fait face à cela. Mais avec l'application, comme ce sont des programmes qui sont faits de telle sorte qu'il y a une récurrence qui a été faite et des gens ont implémenté des informations à l'intérieur. Et avec les systèmes qui sont carrément intégrés au niveau des caméras, LiDAR par exemple, ils peuvent quand même détecter. Et maintenant, cela n'occupe pas le fait que toi, en tant que technicien agricole ou bien ingénieur, tu puisses vérifier si c'est réellement ça ou pas. Parce que ça dépend également des contextes des pays également. Voilà. Et chaque pays essaie aussi de pouvoir, par exemple en Europe ici, ils ont aussi développé des applications qui répondent à leur réalité. Donc, ils vont pas s'emmerder à chercher à mettre des maladies qui ne sont pas dans leur zone. Ça coûte beaucoup. On va le voir un peu plus tard. Donc, ils vont peut-être se concentrer sur les maladies qui sont dans leur espace et tout. Donc, raison pour laquelle également au niveau de l'Afrique, on doit être capable de pouvoir s'approprier de ces technologies-là. Parce que ce sont des outils qui nous aident vraiment à pouvoir améliorer vraiment nos services, à mieux également gérer. Par exemple, si ce sont des stress hydriques,
qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va également apporter l'eau. Si ce sont des stress liés beaucoup plus à la fertilisation, qu'on puisse savoir peut-être quelle est la carence. Est-ce que c'est un manque de potassium? Est-ce que c'est un manque d'azote et tout? Et là, vous pouvez peut-être répondre aux besoins des plantes. Donc, le deuxième aspect, ce sont les prévisions climatiques. Donc, de nos jours, actuellement, on a cette possibilité de pouvoir donner une prévision assez précise, vraiment, puisque ça aussi, ça regroupe carrément des données un peu passées et également des données actuelles. Et il faut savoir qu'au niveau de la météo, ils utilisent vraiment des, des trucs, il y a beaucoup plus l'aspect physique. Donc, ils vont utiliser des différents sondes également pour mesurer un peu aussi, non seulement le taux d'humidité, au niveau quand il pleut, par exemple, recueillir un peu les trucs, l'eau de pluie, savoir quelle est la quantité, et pas sur des données vraiment physiques, la météorologie. Mais de plus en plus actuellement, ils intègrent également l'aspect de l'intelligence artificielle pour pouvoir aller rapidement. Donc, ça veut dire qu'ils couplent les deux en même temps, de telle sorte à ce qu'on puisse, parce que la météo ne pouvait pas peut-être donner des informations au-delà de 10 jours. Mais lorsqu'ils couplent ça avec l'intelligence artificielle, ils sont carrément capables maintenant de pouvoir faire des prévisions allant de 15 jours, par exemple. Ils sont capables de vous dire que peut-être dans 15 jours, il y a des fortes chances également de pouvoir avoir des pluies. Voilà, la température peut varier de temps à temps. Et si peut-être ceux qui sont au Burkina ont dû également voir ça. Ou les prévisions également ont dit que peut-être d'ici le mois de fin avril, mai, on est à des risques de pouvoir avoir des températures vraiment très hautes. Tout ça, ce sont des données qui ont été couplées, non seulement des données prévisionnelles, et qui ont été anticipées également à travers les séquences par le passé. Ils font des recoupements. Et ils intègrent également l'intelligence artificielle à l'intérieur pour pouvoir faire maintenant tout ce qui est comme analyse à l'intérieur, faire des recoupements et voir maintenant les prévisions. Donc, c'est pas garanti à 100%, mais au moins, on peut dire au moins à 90%. Plus de 90%, on a des chances, des fortes chances d'avoir des prévisions. Donc, à travers l'intelligence artificielle aussi, on va le voir également pour d'autres plateformes. Ils sont capables de pouvoir donner des alertes SMS aux agriculteurs pour leur dire, OK, attention, vous êtes sujet à avoir peut-être subi des vents forts, peut-être dans 3 jours. Peut-être si vous avez un champ de sésame et que c'est peut-être vers la maturité et tout, donc vous allez rapidement aussi aller faire les récoltes. Voilà. Donc ça vous permet de pouvoir anticiper, aussi de voir les risques climatiques. Si on vous dit peut-être qu'il y aura des proches de sécheresse de 15 jours et que vous avez un champ de maïs et vous savez que le maïs est vraiment demande beaucoup d'eau. Voilà. Donc le maïs ne résiste pas beaucoup au stress hydrique. Donc, ça va vous permettre de pouvoir anticiper. Peut-être que vous allez trouver des moyens pour mettre en place un système d'irrigation pour pouvoir combler ces poches de sécheresse-là. Donc, l'intelligence artificielle également permet de pouvoir contribuer pour beaucoup au niveau des prévisions climatiques, notamment des risques, des pluies et tout ce qui peut advenir. Donc, ça aussi, c'est l'agriculture de précision. Et l'image que vous voyez, c'est une image que j'ai prise aux États-Unis, au niveau de l'État d'Indiana, où je suis allé dans une ferme. La ferme appartient au couple là, et leur fils a développé ce robot-là qui est capable, avec des différents capteurs, couplés aussi avec l'intelligence artificielle, à pouvoir détecter non seulement les stress hydriques, les maladies, et de façon autonome, et apporter la quantité d'eau nécessaire et également la quantité de fertilisant nécessaire pour la plante, la seule plante. C'est pas, je ne sais pas comment le dire. Ça veut dire qu'il ne va pas, le robot ne va pas appliquer la même chose pour toutes les plantes. En fonction de la coloration des plantes, des feuilles peut-être, et également en fonction de flétrissement, niveau de flétrissement, avec les capteurs qui sont également intégrés, il est capable de savoir, OK, à ce stade-là, cette plante unique, peut-être sur la ligne, voir au niveau de chaque poké pour dire, OK, ce poké-là, vu l'aspect de cette plante-là, les données au niveau des capteurs que j'ai pris, voici la quantité que la plante a besoin.
et apporter de façon précise cela. Ça coûte vraiment très cher, mais également ce sont des solutions qui permettent de pouvoir à aller beaucoup plus avec des rendements qui sont très élevés et utiliser le moins de ressources possible. Voilà, parce que si vous devez de façon hasardeuse faire un épandage, ça veut dire que vous versez l'engrais, comme le plus souvent on a l'habitude de voir dans nos contrées. On paye un sac d'engrais, on dit que ça ne suffit pas et voilà, indépendamment de la superficie, on va juste larguer cela. Mais grâce à l'intelligence artificielle, notamment l'agriculture de précision, on est capable de savoir qu'est-ce que la plante a besoin à un temps donné T et pouvoir apporter ce que la plante a besoin. Et aussi, en plus de cela, il faut parler de l'aide à la décision. Et de nos jours, je crois qu'il y a beaucoup aussi qui utilisent l'intelligence artificielle telle que peut-être de façon simple, hein, puisque c'est vraiment accessible à tout le monde. ChatGPT, Gemini et autres pour faire des planifications, essayer de calculer les rendements. Et aussi, il y a d'autres aussi plateformes qui donnent aussi des chatbots, chatbox aussi agricoles. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, ça veut dire que quand tu te connectes sur leur plateforme, la plateforme même, même des agences de voyage utilisent ça. Au lieu peut-être de mettre quelqu'un qui va prendre les appels là, on paramètre l'intelligence artificielle avec les différentes réponses possibles et les différents services que vous avez. Et dès que vous écrivez un SMS, peut-être pour dire, OK, bonjour, j'ai des soucis par rapport à la planification de trucs, des différents travaux, des activités pour ma ferme. Le chatbox va vous répondre en disant, OK, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Tu expliques et il essaie d'apporter des réponses par rapport à ça. Voilà, mais ce qui est très important, ce qu'il faut souligner également par rapport à ça, c'est que pour pouvoir utiliser peut-être ChatGPT ou bien Gemini et autres là, il faut vraiment avoir des prompts. Les prompts, c'est quoi? Ce sont les commandes que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour générer certaines informations. Et l'intelligence artificielle ne va pas distinguer ce qui est, si vous n'êtes pas précis par rapport à ce que vous voulez, ne va pas vous apporter les informations dont vous avez besoin. Si vous dites par exemple que j'ai besoin de faire un calendrier culturel pour ma ferme, OK? Vous allez voir qu'il va commencer à vouloir converser avec pour vous demander vous êtes dans quelle localité? Est-ce que vous êtes en Afrique? Vous êtes en Europe? Vous êtes ceci ou cela? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un paysan, un fermier? Donc, il faut vraiment rédiger des prompts qui sont assez pointus pour lui permettre de pouvoir au mieux pouvoir se situer, connaître le contexte, ce que vous voulez réellement. Mais il faut souligner également que l'intelligence artificielle n'occulte pas le fait que vous avez besoin euh, d'experts, vous avez besoin peut-être de techniciens agricoles ou bien d'ingénieurs pour vous accompagner. Parce que avec les différentes plateformes là où on peut peut-être trouver ces informations, il va aller collecter de l'information partout. Voilà, donc à travers peut-être Wikipédia, on se rappelle peut-être que quand on faisait nos exposés à l'école, on nous disait, ah, faut jamais citer Wikipédia comme source. Mais peut-être ChatGPT peut aller, si vous ne le dirigez pas, par exemple, va aller trouver des informations sur Wikipédia, des informations de gens qui ont publié sur le net, puisque ce sont des bases de données, des banques de données. Puiser au truc partout et revenir vous vomir ça. Donc, si vous n'avez pas bien prompté, ça devient difficile. Mais même si vous avez bien prompté également, il faut aussi vérifier un peu le contenu. Est-ce que c'est réellement ça ou pas? Parce que d'autres aussi personnes disent qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle, peut-être ChatGPT ou un truc comme ça, pour élaborer des documents scientifiques. Et le monde scientifique, là, il y a souvent aussi des articles que les gens refouillent comme ça. Parce ils vont créer, il y a une collègue qui disait il y a un monsieur au niveau de l'Asie là, qui avait publié un article et tout. Ben, quand ils ont essayé de retracer, bon, puisque l'intelligence artificielle essaie de copier un peu le langage humain, mais c'est pas parfait. Donc, on sent que ça n'a pas été généré par une personne. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Donc, automatiquement aussi, on va rejeter ta publication et tout. Donc, c'est pour dire qu'on peut utiliser ça comme outil, mais aussi, il faut vraiment rédiger des prompts qui sont assez solides pour pouvoir le faire. Bon, rédiger, en tout cas, faire la planification de votre ferme pour savoir quand est-ce faire les dates de semis et autres.
Voilà, vous n'allez pas soumettre ça pour un check, un fact-check pour les trucs au niveau de l'université ou autre. Ça, c'est l'utilisation pratique dans votre ferme. Donc, ça peut vous donner un calendrier culturel. Vous dire, OK, la date probable de pouvoir commencer vos semis, c'est tel jour. Et ça vous aide également à pouvoir mieux vous organiser. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir, mais au contraire, c'est quelque chose qu'il faut également utiliser, l'exploiter au maximum pour pouvoir bien mieux gérer également sa ferme, par exemple. Voilà, et donc nous allons aller maintenant vers des cas pratiques. Il y a cette structure-là au niveau du Kenya, Apollo Agriculture. Donc, ils sont beaucoup plus, il y a le lien qui est là, peut-être vous pouvez faire des recherches là-dessus et voir un peu leur plateforme. Donc, leur modèle économique, c'est beaucoup plus de l'agri-fintech. Donc, ils essaient aussi de pouvoir donner des financements, donner des crédits, l'octroi de crédits à travers leur plateforme et tout. Donc, et les technologies qu'ils utilisent là-bas, c'est du machine learning, c'est aussi de la télédétection avec des images satellitaires. Et aussi, ils utilisent des plateformes mobile money comme M-Pesa, qui est comme leur Orange Money là-bas. Et analyse le comportemental également de l'agriculteur. Donc, et comment ça fonctionne? Donc, c'est à travers votre application là, vous allez pouvoir donner des informations. Ça va collecter des données et même avec les images satellitaires sur la superficie de votre parcelle. Donc, ils savent déjà des informations sur la taille de votre parcelle, l'historique agricole, quels sont les précédents culturels que vous avez eu au niveau de votre parcelle. Si vous avez, peut-être il y a deux, trois campagnes en arrière, peut-être que vous avez produit du soja et tout, ça leur donne des informations pour voir un peu comment est-ce que votre ferme s'en sort. Et aussi la géolocalisation, parce qu'il faut qu'il soit capable de pouvoir venir, puisque c'est du crédit également qu'il vous donne. Et tout. Donc, il faut qu'il soit capable de pouvoir vous géolocaliser et venir également voir. Donc, et l'IA va évaluer le risque de crédit, quel est votre potentiel en termes de remboursement. Puisqu'il vous demande des informations sur votre historique agricole, là, c'est pour voir qu'est-ce que vous avez peut-être planté la campagne dernière, quel était le rendement et tout. Donc, et là, l'IA va aider beaucoup plus à pouvoir calculer, évaluer le risque et le potentiel de rendement, voilà, pour la campagne à venir. Donc, ça va leur permettre de pouvoir avoir ces informations. Et en fonction de ça, ils peuvent également vous octroyer les différents crédits pour les semences, pour les fertilisants, même l'assurance. Voilà. Donc, et c'est beaucoup plus. Ils fournissent aussi des services, des alertes SMS, des conseils SMS. Ils peuvent vous envoyer un SMS pour vous dire, OK, vous êtes peut-être dans telle en phase peut-être de récolte. Peut-être veuillez commencer peut-être à commencer par la récolte et tout, de telle période à telle période, parce qu'ils optimisent également pour vous permettre de pouvoir mieux gérer votre ferme et parce qu'eux aussi vont avoir leur retour par rapport à ça. Et aussi, vous êtes aussi pour le remboursement après l'école et tout. Donc, et ils sont à peut-être plus de 350 000 agriculteurs. Il faut dire que les pays anglophones sont vraiment très en avance. Le taux de couverture en termes d'Internet au niveau de l'Afrique anglophone, là, subsaharienne anglophone, c'est vraiment élevé. Donc, c'est pas comme les pays francophones où on peine toujours. Voilà. Donc, il y a aussi Zenvus au niveau du Nigeria. Et leur modèle, c'est que c'est l'agriculture de précision. Maintenant, ils combinent les capteurs là avec l'intelligence artificielle. Donc, ils viennent installer des capteurs intelligents au niveau de votre ferme. Et aussi, ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir compiler toutes les différentes informations qu'ils vont recevoir des capteurs. Et pour cela aussi, ils ont accès aussi au data center. Donc, et c'est pour ça aussi, on va le voir un peu plus tard, c'est très important aussi de pouvoir avoir cette autonomie des données, de sorte que vous pouvez également aller puiser des informations au niveau des data centers pour pouvoir également utiliser l'intelligence artificielle de façon autonome et pouvoir compiler toutes ces différentes informations. Donc, et comment que cela fonctionne? Donc, en temps réel, les capteurs là vont collecter des informations sur l'humidité, le taux d'humidité du sol, l'humidité ambiante également, et aussi les nutriments. Si peut-être il y a le niveau également en termes niveau en termes de fertilisants, que ce soit pour le phosphore, le potassium
et autres, même aussi des micro-éléments à l'intérieur, et même la température pour dire, OK, il y a peut-être autour peut-être de 7 heures du matin, la température était autour de 24 degrés, mais vers 15 heures, on est peut-être autour de 37 degrés. Donc, il y a besoin de pouvoir, vers carrément la soirée, pouvoir apporter de l'eau. Voilà, et tout. Donc, tout ça, c'est intégré et ça transmet les données au niveau du serveur. Et à travers l'intelligence artificielle, maintenant, il y aura des trucs, ça va analyser les données, les différentes données que les capteurs ont pris et maintenant fournir des recommandations et des conseils sur comment est-ce qu'il faut également doser pour la fertilisation et autres. Et automatiquement, c'est renvoyé aussi. Il y a la transmission qui va se faire au niveau des satellites aussi, pour être renvoyé carrément au niveau des capteurs encore sur le terrain pour leur dire, OK, il faut laisser passer telle quantité d'eau pour telle période de temps. Voilà, il faut laisser passer telle quantité de fertilisant, tel type de fertilisant pour telle durée. Voilà, donc, et la difficulté, les limites, par exemple, par rapport à cette innovation, cette plateforme, c'est que il y a le coût des capteurs. C'est très coûteux d'installer les capteurs dans votre champ. Et on se demande si vous avez un champ peut-être d'1 hectare, à moins d'aller vraiment vers de l'agriculture intensive, est-ce que ça vaut la peine de les installer? Et c'est sur quel type de culture? Est-ce que ça vaut la peine d'installer ces capteurs-là pour produire du maïs? Voilà. Quel est le prix du maïs sur le marché? Donc, il y a tout ça qu'il faut également mesurer. Donc, c'est l'une des limites aussi. Il y a aussi la maintenance technique. Il faut aussi une maintenance aussi de ces différents capteurs, de ces différents outils qu'on va utiliser. Et aussi, la plupart du temps, c'est pas accessible aux petits producteurs. Et donc, il y a aussi le cas de Aerobotics aussi en Afrique du Sud. Voilà. Eux, ils combinent beaucoup plus l'intelligence artificielle avec les drones. Mais ça, c'est beaucoup plus à usage commercial. C'est vraiment des fermes qui sont importantes, dont le marché, là, c'est vraiment, ils sont à la quête du marché. C'est pas vraiment de l'agriculture pour l'autoconsommation. Voilà. Donc, combinent à la fois des drones, des computer vision également, du machine learning. Computer vision, ça veut dire que c'est quoi? Ils vont, avec l'application, par exemple, mobile, avec la caméra de votre téléphone, comme vous voyez au niveau de l'image à droite. Ça veut dire qu'automatiquement, ça veut dire qu'en tandem, ça veut dire que quand vous présentez, vous ouvrez l'application, vous êtes dans la section, vous ouvrez votre caméra et tout avec l'application, il est capable de pouvoir détecter les différents fruits sur votre plante et en fonction de la grosseur, la taille du fruit, la coloration, vous dit quelle est la taille, et aussi la couleur, voire anticiper sur la qualité même de votre fruit et tout. Donc, c'est vraiment très avancé. Et cela permet aussi de pouvoir voir la santé des arbres, des maladies, des stress hydriques et autres. Donc, et automatiquement, il est capable aussi de pouvoir anticiper en fonction des données que vous avez recoltées les années précédentes là, pour dire que nous sommes peut-être proches à telle date pour pouvoir faire les récoltes. Et aussi pouvoir vous dire que quelle est la quantité peut-être en termes de rendement qu'on peut anticiper. Et là, peut-être vous allez peut-être déjà commencer à aller chercher le marché, contacter des gens pour dire, OK, j'espère d'ici peut-être 1 mois pouvoir faire des récoltes. J'attends environ tel rendement. Et déjà même signer des contrats avec ces personnes. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir réduire les pertes. C'est vraiment de l'agriculture de précision. Et c'est vraiment beaucoup plus pour les vergers. Tout ce qui est comme l'eau, tout ce qui est comme, voilà, vraiment toute cette grande famille là, au niveau des vergers, des fruits spécifiquement, qu'ils ont pu calibrer et puis voir. Parce qu'avant aussi, on faisait des calibrages directement des fruits, mais avec cette application-là, on pouvait faire le calibrage de façon rapide, spontanée, vraiment couvrir une grande superficie. Donc, les limites là, c'est que c'est vraiment très coûteux et ça a besoin aussi de compétences techniques pour pouvoir manipuler tout ça. Et généralement, c'est pas fait pour les petits producteurs. C'est très difficile de pouvoir les utiliser parce que si le coût d'investissement également, est-ce que vous allez être capable de pouvoir, sur une superficie donnée, là, pouvoir rentabiliser? Donc, il y a ça aussi comme difficulté. Donc, en gros, si on va parler des défis de façon générale, il y a le défi lié peut-être au truc,
au dataset agricole africain. Donc, c'est très difficile en matière de données d'avoir beaucoup de données en Afrique ici. Voilà, donc c'est pour ça, c'est assez complexe également pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur des agritech et autres là. Donc, il y a un potentiel qui est là, mais il y a peu de données qu'on a de disponibles. Même souvent des données que les techniciens agricoles récoltent et tout, tout, tout. Donc, souvent, ça reste dans les ministères et ça ne sort pas. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Donc, là, c'est pour ça aussi dans d'autres contrées, ils valorisent vraiment les données parce que les données sont très, très importantes. Ça permet d'anticiper sur beaucoup de choses dans le futur et tout. Donc, il y a aussi le problème de qualité également. La qualité, même si les données existent, c'est souvent aussi la qualité de ces données-là. Est-ce qu'on a pu prendre vraiment de façon précise certains paramètres? Il y a aussi en termes d'infrastructure, l'accès limité à Internet. Voilà, et selon le rapport de la Banque mondiale en 2024, on était environ peut-être à un taux de pénétration de 40% en Afrique subsaharienne. Voilà, et si ça, c'est beaucoup plus même les pays anglophones, hein, parce que les pays francophones, c'est très difficile. Le taux de pénétration est vraiment très faible. Il y a aussi l'énergie qui est instable. Et je loue aussi l'initiative de certains pays. Il y a le Burkina Faso qui a déjà amorcé cela. La construction aussi des data centers. Parce que pouvoir gérer vous-même vos propres données, c'est très important. Voilà, parce que même toutes ces plateformes qu'on parle, souvent, ils sont obligés d'aller euh, collaborer avec d'autres structures qui sont à l'extérieur pour pouvoir stocker un peu leurs données et tout. Donc, vous n'avez pas aussi cette facilité d'avoir accès à vos données souvent. Donc, c'est ça aussi. Il y a aussi le business model qui est un peu difficile. J'avoue que nous aussi, on est en phase de construction d'une application mobile aussi. Je vais venir un peu en détail là-dessus. Mais le business model est assez complexe parce que à la fois, il y a l'aspect du coût. Parce que, par exemple, si vous voulez le faire avec un coût donné, est-ce que les gens seront prêts à payer l'accès de cette plateforme-là? Peut-être l'application, si vous leur dites vous allez payer peut-être 5 000 francs par mois pour utiliser l'application, combien de gens seront prêts à le faire? Les gens veulent ce qui est gratuit et tout. Comment aussi pouvoir le faire? Donc, vous êtes souvent entre le marteau et l'enclume. Soit vous allez aller vers un truc qui est offline que les gens peuvent utiliser, mais c'est vraiment limité parce qu'ils n'ont pas accès à Internet et tout. Mais en même temps aussi, vous voulez rendre ça gratuit pour tout le monde. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir survivre en tant qu'agritech? Voilà. Donc aussi, c'est pour ça aussi on a cette dépendance de financement externe. Parce que pour développer une application, tout va dépendre de la complexité. Il y a d'autres applications pour les développer, il faut au moins 100 000 dollars et tout. Donc, il y a aussi, et généralement, c'est difficile de pouvoir lever, les startups de pouvoir lever ces fonds-là. Voilà. Donc, il y a aussi le gap au niveau de l'adoption. Souvent aussi, on veut des technologies qui ne sont pas adaptées aux réalités locales. On va vouloir avoir des trucs qui sont assez, vraiment très bien innovants et tout, mais sur le plan local, vous le faites, mais en fin de compte, vous mettez beaucoup de millions là-dedans et puis, bon, personne n'utilise. Vous faites comment? Voilà, le manque également de co-construction. Et le problème, c'est que souvent aussi, on ne consulte pas les agriculteurs, ceux qui sont les futurs utilisateurs, sur ce qu'ils veulent réellement. Et on s'empresse, on développe et après, ça devient difficile. Donc, en termes de perspective, c'est vraiment aller vers le leapfrogging au modèle africain. Leapfrogging pour dire quoi? Ce sont des sauts de grenouille, en quelque sorte. Donc, il faut vraiment aller vers des technologies qui sont low cost, donc qui ne coûtent pas très cher et qui permettent aux gens, parce que le marché en Afrique, c'est vraiment aussi ça la difficulté. Parce que si vous venez avec toutes les features qui sont attachées, ça va augmenter les coûts et souvent c'est difficile. Les gens ne pourront pas payer ça pour pouvoir utiliser et tout. Donc, savent que c'est important et tout, mais c'est très difficile. Donc, il faut aussi des solutions qui sont vraiment très simples, qui sont offline pour la plupart, parce qu'il y a des contrées où on peut pas utiliser l'Internet, il n'y a même pas l'accès à Internet au débit et tout. Même l'Internet qui est basique, là, c'est difficile de pouvoir avoir accès. Donc, et aussi pour aller vers des solutions où on peut recevoir des SMS au moins. Avec les réseaux de téléphonie, on peut souvent recevoir des SMS. Donc, et aussi optimiser l'agriculture. Puisque de nos jours, on parle beaucoup plus d'agriculture durable, agroécologie et autres. Ça peut être aussi une aubaine de pouvoir combiner l'IA avec l'agroécologie et ces différentes variantes à l'intérieur.
Voilà, pour optimiser l'utilisation des biofertilisants, la gestion durable des sols, l'agriculture régénératrice en gros. Et aussi, il faut aussi développer les écosystèmes, des startups, des gouvernements et aussi les ONG. Donc, on doit vraiment privilégier des partenariats publics-privés dans ce sens-là pour pouvoir développer ces écosystèmes-là. Donc, et en termes de recommandations, je dirais qu'il faut investir beaucoup au niveau des data infrastructure, donc pour les data centers. Et il faut que nos pays africains puissent le faire parce que il faut pas rester à la traîne de ces technologies-là. L'agriculture, il ne s'agit pas de faire de copier-coller par rapport à ce qu'on a en Europe, aux États-Unis et autres, mais être capable aussi de pouvoir, à travers les données qu'on a, pouvoir les utiliser de façon saine aussi et créer aussi notre propre système au niveau, sur le plan africain. Voilà. Aussi, il faut, au niveau des politiques là, politiques agricoles, insérer aussi l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole. Voilà. Donc, nos politiques ne sont pas, pour l'instant, centrées sur ces aspects-là, mais ce sont des outils qu'on utilise au quotidien, donc il faudra encore revoir, revisiter ces politiques-là. Voilà. Aussi, au niveau des universités, il faut être capable aussi de pouvoir créer des unités de trucs et des facultés de recherche aussi en agri, data science. Donc, je crois qu'au Burkina, il y a l'université virtuelle, mais je ne sais pas quel est le niveau également de développement dans ces domaines-là. Mais il faut également pouvoir combiner cela parce que c'est vraiment, il faut pas rester à la traîne. Il faut pas être tout le temps aussi des consommateurs, mais il faut développer des systèmes aussi qui correspondent aussi à vos réalités. Par exemple, je parlais des différentes applications et autres. Ils vont pas venir s'intéresser, peut-être développer une application ici en Europe qui va s'intéresser à la maladie, les maladies qui sont liées au gombo et tout. Si le gombo ne fait pas partie de leur habitude de consommation, ils vont pas développer des choses allant dans ce sens. Mais nous connaissons nos réalités, nous savons quel est le problème. Il faut développer aussi des unités de recherche aussi qui vont réfléchir un peu là-dessus. Donc aussi pour les entrepreneurs agri-tech là, il faut vraiment privilégier la construction locale. Voilà, parce que si vous dépendez beaucoup de plateformes qui sont à l'extérieur, c'est vrai ils ont la technologie et tout, mais souvent c'est être dépendant d'eux, c'est souvent difficile aussi. Et il faut aussi pouvoir tester avec les agriculteurs locaux. Faut pas juste faire ça dans les trucs. Vous avez reçu les fonds, ou bien vous avez de l'argent, mais vous n'associez pas les agriculteurs. Ça devient difficile en fin de compte. Voilà, donc, et brièvement, je vais juste présenter notre entreprise. On se donne pour vision de pouvoir contribuer à relever les défis liés à l'insécurité alimentaire en Afrique, de promouvoir l'agriculture durable, de rendre les produits sains aussi accessibles à tous. Donc, notre équipe est variée. On a plusieurs agroéconomistes, des agronomes et des environnementalistes qui sont au sein de notre équipe. Et aussi, les activités qu'on offre, c'est beaucoup plus l'assistance, conseil. On vend aussi des produits agricoles, agroalimentaires. Nous sommes aussi dans les formations en agriculture durable, agriculture liée au climat, adaptée au climat, l'agriculture hors sol. Nous faisons aussi des études de marché, des études environnementales et tout. On développe aussi des solutions à l'intérieur et actuellement, nous sommes en train de développer avec euh, un de nos mentors qui est aux États-Unis, Coop Assist, pour accompagner les agriculteurs dans une gestion durable de leur ferme. Donc, et les processus là, c'est qu'on a d'abord conduit une enquête sur le terrain pour savoir quel est le potentiel d'utilisateurs là. Quelle est la solution est faite pour qui? Est-ce que c'est pour les agriculteurs de façon générale ou bien c'est pour les agripreneurs? Nous, on a beaucoup plus misé sur les agripreneurs qui sont aussi dans les périphéries et tout. On a conduit une enquête, avoir des données là-dessus et on est toujours en train de travailler parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs. Je parlais tantôt un peu du business model. Est-ce qu'il faut le faire offline? Est-ce qu'il faut le faire gratuit? Comment on arrive à pouvoir rentabiliser? Par exemple, si vous le faites gratuit, il faut peut-être utiliser cette stratégie de pouvoir, avec les données que les gens vont fournir, pouvoir revendre ces données-là à d'autres structures. Par exemple, il y a des applications ici que les gens utilisent aussi en Allemagne pour pouvoir détecter la biodiversité qui se trouve dans leur ferme. Donc, ça veut dire que ils voient peut-être une plante qu'ils ne connaissent pas, ils prennent une photo avec l'application et automatiquement la photo là
va être envoyé au niveau de la plateforme du serveur et tout. Il y a aussi des experts, des agronomes, des environnementalistes qui sont là, qui regardent aussi, qui vont détecter. Donc, ils peuvent savoir peut-être que dans notre zone-ci, là, on a cette diversité en termes aussi de trucs. On a cette biodiversité. Donc, ils peuvent aussi prendre ces informations pour vendre peut-être au gouvernement et aussi pour pouvoir diriger un peu les différentes politiques et tout. Donc, il y a aussi ce problème-là qui est là. Voilà. Donc, c'est une solution qu'on est en train de développer. Et ça, ce sont des actions qu'on mène sur le terrain aussi. Chacun, toi, on recrute des stagiaires aussi pour les former. On intervient aussi au niveau des familles et tout. Voilà. On donne des formations aussi groupées. Ça, c'était aussi une formation avec les PDI et tout. Voilà. Donc, juste pour pouvoir m'arrêter là et on va peut-être laisser la place si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre attention et des contributions éventuellement. Merci beaucoup à Elie Dipama pour cette brillante présentation. Je vois les ovations, ça veut dire que le travail a été très bien fait. Merci C'est beaucoup. avec grand plaisir qu'on voit qu'il existe toujours des petits mots aussi intelligents. Et tu en fais partie. Ah bon, hein? Donc, euh, le chef, c'est moi qui te parle. Donc, Ah oui, tu hein? dois. Non, 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 non. Bon, pour aujourd'hui, là, c'est toi, tu es le petit boss. Hmm? Ok, Merci merci beaucoup. beaucoup. Donc, pour faire très rapidement l'économie de sa présentation s'est articulée autour de 5 points. Le premier point était relatif à l'introduction, où il a évoqué le contexte socio-économique et le contexte agricole de l'Afrique subsaharienne de façon générale. Également, il a évoqué l'historique des IA et aussi l'historique de l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture. Et en plus de cela, il a évoqué les différents secteurs de l'IA, à savoir le machine learning, le deep learning, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Après cela, M. Dipama a évoqué des situations d'application de l'IA à l'agriculture. Et il y a des situations telles que le diagnostic, la prévision climatique, l'agriculture de précision et l'aide à la décision. Et en plus de tout cela, il a évoqué des cas pratiques qui nous permettent de mieux comprendre l'impact des IA sur l'agriculture subsaharienne. Il a évoqué par exemple l'initiative Apollo Agriculture du Kenya, Zenvus au Nigeria et Aerobotics en Afrique du Sud. Conformément au thème, il a évoqué les défis et les perspectives. En ce qui concerne les défis, il y a le gap de données, il y a l'absence d'infrastructures telles que Internet, les énergies. En plus de cela, business model inadapté avec les difficultés financières que nous avons actuellement et également le gap d'adoption de technologies non adaptées à notre contexte africain. En ce qui concerne les perspectives, il n'a pas de fait l'opportunité et la nécessité de créer entre griffes des IA moins chères, également des IA simplifiées, des IA adaptées à l'agriculture durable dans le contexte africain et aussi développer des écosystèmes qui vont permettre à nos différentes initiatives d'être durables et plus optimisées et impactantes. Il a également évoqué des recommandations à l'endroit des décideurs, des universités et des entrepreneurs de l'agritech. Et pour terminer, il a présenté les activités, la vision de toute action que mène son entreprise Greenfield Consortium. Donc, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez juste lever la main avant de la parole. Ça sera à bâton non plus. Donc, question-réponse. Au lieu de prendre une liste, et ça sera un peu long. Voilà. Ok, Merci super. beaucoup. Donc, la phase des questions est ouverte. Vous avez la parole. Question, contribution, suite. OK. Nous avons déjà un doigt pour Rapa. Vous avez la parole.
D'accord. Merci beaucoup à M. Lee pour sa brillante présentation. Elle était très enrichissante. Je suis Salah Paul. Je suis togolais et actuellement je suis en master en équipement agricole moderne en Chine. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui à la une des solutions dans tous les domaines. Mhm, Euh, bon, dans le contexte africain, nous voyons que le domaine agricole a beaucoup de problèmes. mhm, Nous sommes encore très loin. Est-ce que l'État, les politiques que l'État adopte dans nos différents pays vont permettre à ce que les producteurs puissent utiliser les solutions que les acteurs privés pourront développer? Est-ce qu'il ne faut pas premièrement convaincre les gouvernants à accepter ces solutions et pourquoi pas subventionner, encourager, peut-être faire essayer les producteurs d'abord parce que les producteurs, ils sont aussi très réticents. mhm, Et vous-même, vous avez parlé du business model. Investir dans les solutions IA, c'est beaucoup de choses. Il faut installer dans les champs et il y a beaucoup de problèmes, donc, notamment la connexion, l'énergie. Il y a des lieux où il n'y a pas d'électricité. Si par mhm, exemple, il faut installer des capteurs, il faut l'énergie. Il n'y a pas d'électricité. Donc, moi, je trouve que pour une personne qui veut s'installer, ça va être vraiment, le coût d'investissement sera très élevé. Est-ce mhm, qu'il ne faut pas, premièrement, convaincre l'État, premièrement, à adopter et à accepter ces solutions et accompagner pour faciliter leur adoption chez les producteurs? C'est mhm, vraiment mon souci quand je réfléchis à l'application de l'IA à ce domaine. Et bon, mhm, pour rappeler, je travaille actuellement, mon projet de recherche porte sur l'IA avec l'automatisation des pompes d'irrigation. mhm. Donc, Super. un peu ça. Mhm. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Salah. Merci pour votre contribution aussi pour la question. Je pense que d'autres collègues aussi qui sont là pourraient peut-être intervenir aussi. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que vous avez touché vraiment un point qui est très important. Je parlais du fait que c'est très important qu'on puisse intégrer cela dans nos politiques agricoles, l'utilisation même de l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont en train de vraiment mettre l'accent et des efforts parce qu'ils ont compris que tant que vous ne maîtrisez pas vos données, vous n'êtes pas libre. Et si vos données, vous arrivez à vraiment les utiliser de façon efficiente, vous allez vraiment répondre à plusieurs problèmes, notamment dans le secteur agricole. Donc, on est vraiment en retard. Et comme le dit souvent le président, camarade président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, c'est que nous sommes toujours en Afrique autour des années 1800. Il n'a pas tort. En ce sens qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Donc, et je pense que la solution, c'est pas une solution qui est vraiment, je vais pas dire généralisée, mais je pense que c'est très bien de pouvoir combiner les deux. Les trucs, le privé, le secteur privé, le secteur public. Parce que dans certains cas, il faut que le public puisse vraiment tirer l'État. Ça veut dire que les acteurs du domaine vont vraiment influencer la politique, de telle sorte qu'ils puissent vraiment avoir un regard sur ça. Je vous donne un exemple simple par rapport à l'économie sociale et solidaire. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à réfléchir un peu là-dessus, que ce soit au Burkina et autres. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à mettre l'accent sur ça et pouvoir même proposer des gens dans ce sens-là qui vont aussi adopter, le Parlement adopter l'économie sociale et solidaire. C'est pour dire que les actions sur le terrain vont vraiment influencer certaines politiques qui n'ont pas la vision par rapport à ça pour anticiper à prendre des décisions. Imaginez peut-être que au niveau sur le plan local, avec les ONG, les acteurs privés, ils arrivent déjà à faire vraiment un boom et puis l'État sera contraint à pouvoir s'investir là-dedans et même mettre des équipements. Il y a d'autres États qui sont conscients de ça, de la souveraineté des données, qui commencent déjà à réfléchir par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut une action combinée. L'État seulement ne va pas venir parce qu'on a plusieurs priorités en Afrique, hein. Alors, ils vont vous dire, bon, c'est pas priorité, alors que c'est vraiment très important. Il faut aller sur le moyen et le long terme. Donc, il faut qu'on réussir à pouvoir combiner tous ces différentes propositions des différents acteurs, que ce soit les acteurs du secteur privé,
les acteurs également, les bénéficiaires qui sont peut-être les utilisateurs, je veux dire, il faut aussi que les ONG puissent vraiment s'impliquer. Il ne faut pas aussi que les ONG subventionnent des projets qui ne sont pas adaptés aux réalités locales. Il y a des plateformes qui ont été développées, mais les gens ne les utilisent pas. Ils ont mis beaucoup de millions. C'est un coût de millions hein, pour développer une application avec tous ces différents trucs-là. Voilà. Donc, on va pouvoir forcer nos États là, si vraiment des acteurs au niveau du secteur privé et au niveau des bénéficiaires aussi ont cet engouement-là de pouvoir vraiment demander. Donc, sans quoi, c'est vraiment très difficile. Sinon, il faut un écosystème. Il faut créer vraiment des écosystèmes. Et je pense que ça peut partir des acteurs du secteur privé ou aussi au niveau des ONG, en attendant que les trucs, on espère que les politiques aussi vont pencher un peu le regard là-dessus parce qu'ils peuvent ne pas voir l'intérêt immédiat, mais c'est vraiment très, très, très important. Pour ceux qui connaissent l'utilisation des données, c'est vraiment très important. Les données, c'est toute chose. En termes de planification, si vous n'avez pas de données, c'est très difficile de planifier. Voilà. Même pourquoi on fait souvent des trucs, le recensement national de la population et autres. C'est pour pouvoir voir la dynamique de la population et anticiper certaines choses. Et même au niveau de chaque ministère, de chaque département, on vous demande toujours d'avoir des données, de fournir des données de temps. Même des simples agents qui sortent sur le terrain pour leur commune et autres, on va leur dire, OK, fournissez-nous les prévisions en termes de rendement. Voilà, dans votre localité. On va compiler tout ça pour dire, OK, nous attendons peut-être telle quantité de trucs, de production pour le maïs et tout. Donc, il y a tout ça qu'il faut influencer. Mais je vous remercie pour votre contribution. C'est très important au niveau des politiques. Et aussi, je pense qu'il faut une action combinée de tout le monde pour que ça puisse vraiment prendre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Eli. Monsieur Salah, c'est bon à votre niveau? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Maintenant, la parole est à Monsieur Émile Kabouri. Ok, merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tous. Encore félicitations donc, au présentateur pour sa brillante présentation que j'ai beaucoup suivie avec beaucoup d'intérêt. Alors moi, j'ai Merci. quelques contributions et quelques interventions. Et puis, je vais commencer par les contributions. Alors, d'abord, je suis Kabouri Émile. Je suis ingénieur agronome. Et maintenant, pour avoir participé donc à un projet sur la détection automatique des maladies du manguier dans la zone de Blanfora, Bobo-Dioulasso, où j'ai travaillé en tant qu'agronome dans une équipe pluridisciplinaire où il y avait bien sûr des informaticiens également qui y travaillaient. Et peut-être que je vais proposer, et au niveau de la première partie de la présentation, M. Dipama a mis en évidence donc, la possibilité donc, de détecter les maladies sur, des exemples de cas de détection de maladies sur la tomate. Et également, il faut savoir également que nous, dans notre cas également, nous avons essayé donc de mettre en place en fait, un système qui puisse détecter les maladies du manguier, car en fait, il y avait des maladies que les producteurs eux-mêmes avaient du mal à reconnaître. Donc, il fallait donc mettre en place donc, ce mécanisme, ce système pour que les producteurs, pour pouvoir en fait aider un temps soit peu les producteurs donc à pouvoir donc détecter ces maladies-là et puis anticiper en fait avec des traitements si possible. Donc là, c'est pour ajouter que c'est possible. Et pour notre cas également, nous avons intégré des recommandations donc, dans le système. Nous avons intégré donc des recommandations de traitement. Ça veut dire pour un cas de maladie, par exemple l'anthracnose, qui attaque plus les feuilles de manguier. Lorsque l'application détecte la maladie par photo, bien sûr, il y a une recommandation de traitement spécifique donc, à l'anthracnose ou spécifique à la bactériose ou au dessèchement donc, du manguier. Donc, c'est cela que moi, j'aimerais aussi partager ici avec vous. Là, j'ai une question concernant, de nos jours, en fait, les mouches de fruits sont devenues très, très, très invasives au niveau des vergers de manguier. Donc, moi, j'ai une question concernant comment est-ce qu'on pourrait, en fait, utiliser l'intelligence artificielle ou tout autre
système d'algorithmes pour pouvoir en fait essayer de quantifier ces mouches-là. Parce que avec en fait l'œil humain, ou bien, disons avec les méthodes de diagnostic humaines, là, c'est très très compliqué en fait de pouvoir quantifier ces populations de mouches. Parce que dès que la période commence, ça pullule de partout. Et c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des méthodes agroécologiques qui ont été mises en œuvre pour pouvoir les capter, les capteurs, les pièges à insectes, tout ça. Mais ça présente toujours des limites. Donc, quel algorithme, en fait, au niveau de l'intelligence artificielle, on pourrait, en fait, mettre en œuvre pour pouvoir, en fait, essayer de quantifier d'abord ces mouches-là, par la suite, pouvoir, en fait, les reconnaître et les détecter. Peut-être que cela va, en fait, comment je vais dire ça, entraîner aussi, peut-être, l'introduction quand même des drones pour pouvoir, en fait, faire cette reconnaissance. Donc, c'est une question que j'avais également posée. Maintenant, concernant je vais faire une petite contribution concernant donc le business model. Je pense que ça a été un défi que M. Dupama a relevé. Alors, je vais peut-être partager ma petite expérience avec en 2022-2023 où j'ai travaillé en tant que télépilote de drone au niveau avec les producteurs de coton au niveau de la zone de Houndé et Boromo pour les traitements phytosanitaires de coton par drone. En réalité, bon, je trouve que le modèle en fait de la Sofitex est un peu, comment je vais dire ça, là-bas les producteurs sont organisés en groupement de producteurs. Donc, ça fait que ça réduit en réalité en fait les coûts liés donc à l'adoption donc de la technologie. Donc, peut-être que pour aussi donc les systèmes d'IA, on pourrait essayer peut-être de regrouper également les producteurs pour en fait essayer d'amorcer un peu les coûts liés donc à l'adoption donc de cette technologie d'intelligence artificielle. Donc, bon, dans l'ensemble, c'est ce que moi j'avais à ajouter. Et vraiment, c'est très intéressant en fait la présentation. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura en fait d'autres encore opportunités de liées aux technologies et l'intelligence dans l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kabori. Ce que vous avez dit, c'est vraiment très déterminant. Et merci aussi pour le partage aussi de connaissances et d'expériences par rapport à vos différents travaux concernant le manguier et aussi l'utilisation de drones avec la Sofitex. Par rapport à votre question, je pense que c'est une solution qu'on doit tous réfléchir un peu là-dessus. Et puis, au fait, pour traiter ce genre de questions, il faut une équipe multidisciplinaire. Parce que pour ceux qui sont simplement des informaticiens, ils peuvent peut-être réfléchir à, OK, on peut faire ça, ça, mais de façon pratique, comment est-ce que vous arrivez? Il faut des agronomes à l'intérieur. Voilà, il faut des entomologues à l'intérieur pour savoir quel est le comportement des mouches, à quelle phase de truc phénologique de la plante là, les mouches là vont intervenir. Est-ce que c'est carrément au début de la saison des pluies ou bien avant la saison des pluies? Et quel type de mouche également attaque et tout. Donc, il faut vraiment une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir travailler dessus. Mais aussi, lorsqu'on est en train de planifier des solutions de façon pratique, il faut aussi voir le contexte économique et ce qui est faisable. Sinon, on pourrait dire, OK, on installe des capteurs au niveau de chaque champ. OK, vous avez combien de pieds de manguier dans les champs, dans les différentes, si vous prenez la région de Orodara, un verger. Un verger qui peut-être se retrouve avec près de 150 pieds, par exemple, aussi. Voilà. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir euh, installer des capteurs pour pouvoir détecter la présence des trucs? Comment est-ce que vous allez réussir à pouvoir capturer les mouches et tout? Donc, il y a plusieurs solutions qui sont développées, mais à l'intérieur, les gens sont en train de voir beaucoup plus l'aspect du coût. Je disais aussi le coût des différents capteurs, c'est très important. Est-ce que nos producteurs seront en mesure de pouvoir avoir tout ça? Bref, c'est pour dire que c'est vraiment très large et je ne saurais prétendre donner une réponse exacte à votre question, mais je me réjouis du fait que vous avez déjà une expérience dans le domaine. Mais il faut reconnaître qu'il faut une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir réfléchir sur cette question-là. Et aussi vraiment mesurer l'action des coûts à l'intérieur. Parce que si c'est difficile, c'est pas accessible par nos producteurs, c'est très difficile pour eux de pouvoir adopter cela. C'est pour ça qu'il faut encore travailler
à pouvoir créer ces écosystèmes-là, voilà, qui vont réfléchir un peu là-dessus. Donc, les capteurs peuvent être une solution. Les drones aussi, vous allez les faire survoler. Peut-être les temps record actuellement avec les nouveaux drones qui sortent, il y a souvent des autonomies qui peuvent aller à 1 heure de temps, 2 heures de temps. Mais vous allez seulement voler sur une période donnée. Donc, si le technicien qui fait voler le drone ne sait pas à quelle période on est susceptible d'avoir les mouches, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos outils de façon efficiente. Donc, ça ne sera pas de façon efficiente. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et voilà, je vais juste me limiter à ça. Peut-être si d'autres collègues ont des trucs, des pistes de solutions. Mais je vois ça de façon beaucoup plus, une approche beaucoup plus multidimensionnelle et voilà, multicompétence également pour pouvoir traiter la question. Voilà. Donc, c'est pas seulement lié à l'informaticien ne va pas faire un design comme ça, non. Il faut plusieurs paramètres. Il faut des entomologues, il faut des agronomes, il faut également des informaticiens, il faut également, voilà, vraiment plusieurs acteurs combinés qui peuvent également réfléchir sur ça. Mais c'est une piste de solution. C'est possible de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur Kabouré, c'est bon? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Elman Ouedraogo, vous avez la parole. D'accord. Donc, merci Pierre pour la parole. Bonjour à tous et merci à Monsieur Dipaman pour cette communication qui a été de très belle facture. J'ai vraiment appris. Lors de sa communication, M. Dipaman a fait cas de 3 sources de dégagement, dont le CO2, méthane et puis le complexe plutôt fluoré. En fait, moi, je voudrais savoir à leur niveau, comme ils sont dans les pays développés, comment ils arrivent à vraiment maîtriser cette question d'utilisation de machines en termes de dégagement, ou quelles sont les sources d'énergie plutôt que ces machines-la consomment. Ma deuxième question, c'est de savoir comment on peut procéder à notre niveau pour que la question de la finance carbone soit prise en compte. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur Odago, c'est un collègue aussi que j'apprécie beaucoup. Il fait partie aussi de l'équipe, on travaille beaucoup ensemble. Et la deuxième, je commence par la deuxième question. Pour ce qui est de la finance carbone, je pense très sincèrement pour nos pays africains et généralement aussi pour le secteur privé, notamment les populations locales, ce qui pourrait beaucoup plus marcher, c'est le marché volontaire. Le marché volontaire n'est pas très contraignant par rapport au marché normal. Donc, si on va prendre peut-être, parce que le marché normal, il y a beaucoup plus de contraintes réglementaires, je veux dire. Le marché réglementaire, il y a beaucoup plus de contraintes et c'est généralement des structures internationales avec les États. Donc, vous allez peut-être voir des programmes qu'on va dire programme RED Plus et autres, où chaque pays va calculer son NDC, son niveau de démission et tout en termes de gaz à effet de serre et autres, publiés. Ils vont dire, OK, peut-être on a des forêts qui ont des puits de carbone au niveau des forêts avec une baseline de telle quantité de tonnes de CO2 qui a été séquestrée. Et ils vont vendre ça sur le marché international. Et peut-être des pays comme l'Allemagne ici, des structures, des entreprises peuvent décider, OK, comme on a un quota de carbone qu'il faut, on dit que chaque pays donne normalement, il y a un quota. Si vous avez moins d'émissions, vous avez la possibilité de pouvoir vendre le carbone que vous avez stocké là, ou bien des initiatives de stockage, ou bien de réduction que vous avez dans votre pays avec des entreprises qui polluent, avec des pays qui sont pollueurs, par exemple la Chine ou bien peut-être l'Allemagne même ici. Donc, ils vont soutenir des projets dans nos pays. Donc, c'est que le marché alimentaire est souvent très compliqué pour les populations locales, pris de façon indépendante. C'est pas à l'échelle du pays. Donc, le marché volontaire peut répondre vraiment à ce besoin-là. Donc, il y a pas mal de trucs de plateformes où on peut également, ça veut dire que si tu as une structure, vous êtes une communauté villageoise, vous avez une forêt, par exemple, vous pouvez faire l'estimation du stock de carbone dans votre localité. Dire peut-être que vous allez préserver votre ressource locale à telle période, puisqu'il y a plusieurs critères également qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect de la durabilité,
Il y a l'aspect également de leakage. Le leakage, c'est quoi? Ne pas permettre à ce qu'il y ait des fuites. Ça veut dire que permettre à ce que des gens rentrent pour couper le bois et tout. Il y a ces aspects-là qu'il faut garantir. Et le marché, au niveau des trucs des marchés carbone, on ne peut enregistrer un projet qu'une seule fois pour une période donnée. Donc, vous n'allez pas vous promener sur les différentes plateformes pour aller enregistrer, pour recevoir de l'argent et tout. Non, c'est pas possible. Les nets que vous êtes géoréférencés, vous devez même fournir des informations sur la position géographique et tout avec les données et tout. Et là, si ils acceptent de certifier, maintenant, vous allez prendre votre carbone un peu là-bas. Mais c'est que c'est pas de façon, l'argent n'est pas vraiment très, très important. Mais ça aide toujours parce qu'on peut vous dire, dépendamment des contextes, que une tonne, ça dépend aussi de tout ce que vous avez mis comme effort et tout, tout, tout. Peut-être vous allez vendre sur le marché une tonne de CO2, l'équivalent de CO2 stocké, peut-être, disons, à 25 euros. Si vous faites l'estimation dans votre champ, peut-être si c'est 100 euros, 100 tonnes, prenez 100, vous multipliez par 25 euros, c'est combien? Ça peut aider, mais voilà, les marchés carbone sont un peu ça. Donc, mais les populations africaines peuvent vraiment tirer leurs bénéfices là-dedans, mais notamment avec le marché volontaire. Maintenant, par rapport à la première question, je crois que c'était beaucoup plus lié pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Je demandais les sources d'énergie utilisées à Ah, votre niveau, ok. vu que Oui, donc il faut savoir qu'au niveau des fermes, là, on a les sources d'émissions directes et les sources d'émissions indirectes. Quand vous prenez les sources d'émissions directes, ça peut-être être les tracteurs que vous avez dans votre champ. Ça peut peut-être être un groupe électrogène que vous utilisez qui va contribuer à émettre. Il y a aussi l'élevage aussi, parce qu'avec le truc là, si vous avez des bovins, vous avez beaucoup de chances d'émettre beaucoup plus de méthane. Voilà, du méthane. Donc, et tout ça, c'est dans ce cas-là. Le méthane aussi contribue, si on va prendre l'équivalent de CO2, le méthane pollue beaucoup plus, a des dommages plus importants sur l'atmosphère que par rapport même au CO2. Donc, quand on fait l'équivalent on a un ratio qu'on calcule pour voir, convertir en termes d'impact avec le méthane, là, l'équivalent en CO2 émis. Donc, le méthane aussi est très important par rapport à ça. Donc, on peut peut-être décider d'aller vers une agriculture. On va pas vous dire ne pas produire, d'avoir des bovins dans votre champ. Non, mais vous pouvez peut-être transformer les trucs là, le méthane là, en biogaz également pour pouvoir utiliser pour d'autres fins. Donc, on va beaucoup plus parler maintenant de bioéconomie et d'économie circulaire à l'intérieur. Donc, il y a ces postes d'émissions directes là et indirectes qui sont là-dedans. Par exemple, des postes d'émissions indirectes, ça peut peut-être être encore peut-être quand vous allez vous faire livrer peut-être des intrants. Donc ça, c'est pas lié à votre ferme, mais peut-être une structure va venir avec un camion pour vous livrer. On doit être capable aussi de calculer leur empreinte carbone également. C'est pas lié à votre ferme, mais c'est une émission qui est indirecte également qui est liée. Donc il y a aussi les intrants que vous allez utiliser comme peut-être le NPK et tout. Ça émet également les complexes fluorés et autres, là, ça émet également. Avec, quand vous prenez le NPK, il y a l'azote qui est là-bas. Il y a le fluor également qui est là-bas et tout, dans les différents intrants et tout. Donc, les complexes azotés, pas fluorés, les complexes azotés. Donc, ce qui veut dire que les intrants engrais chimiques également vont pouvoir dégager également en termes d'émissions et tout, tout, tout. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, on a les émissions directes, les émissions indirectes. Et en termes d'émissions directes, pouvez avoir les tracteurs, vous pouvez avoir les groupes électrogènes et autres. Donc, comme solution, que les gens utilisent, c'est peut-être aller avec, au lieu d'utiliser peut-être un groupe électrogène avec du gasoil, vous pouvez peut-être aller vers des pompes électriques qui fonctionnent avec le solaire. Vous pouvez peut-être aller vers des engrais qui sont beaucoup plus organiques. Utiliser aussi des méthodes aussi telles que le paillage et autres, parce que quand vous faites le retournement du sol, ça libère carrément le carbone que vous avez stocké au niveau du sol. Et aller aussi vers des systèmes comme l'agroforesterie pour permettre de pouvoir stocker le carbone aussi dans la biomasse. Et tout. Il y a pas mal de techniques également qu'on peut utiliser pour réduire carrément les émissions. Et c'est en ce sens qu'on parle maintenant de décarbonation
des fermes du monde agricole. Donc, j'ai été un peu long, mais c'est juste un peu pour faire un peu l'étalage de ça. Et aussi en Europe, ici, peut-être aux États-Unis, ils sont souvent pas des modèles, si je peux le dire, parce qu'il y a d'autres qui utilisent toujours les engrais chimiques. Ils vont aussi dire qu'il faut limiter la consommation de la viande. Il y a beaucoup plus qui se disent végétariens maintenant, ou bien véganes, parce qu'ils se disent que, bon, comme la viande là, euh, par exemple, la viande de bœuf et autres contribue beaucoup plus à l'émission de méthane et autres dans l'atmosphère. Donc, d'autres personnes disent qu'ils ne sont plus, euh, voilà, ils vont être des végans ou bien des végétariens, ils vont plus consommer de la viande pour ne pas contribuer aux émissions. Mais bon, il faut aussi tenir compte des habitudes alimentaires de nos populations également, mais prendre aussi des actions de décarbonation dans nos pays. Donc, souvent, ce ne sont pas des modèles aussi en termes de décarbonation, mais il y a aussi des efforts qui sont faits. Voilà, donc ils n'ont pas beaucoup de gens. Par exemple, il y a un ami aux États-Unis, il a une ferme de près de 500 hectares, 700 hectares. Ils ne sont que 5 personnes à travailler dedans, avec des machines, avec bourrées de plein de capteurs. Donc, en termes d'efficience, c'est ça, mais ils sont que 5 personnes à travailler dans leur ferme et tout. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur Herman, c'est bon? Merci. OK. Il y a autre question, suggestion, apport? J'aurais aimé que il y a une amie qui a développé une plateforme. Elle est ghanéenne, OneFlicky. Bon, malheureusement, j'ai pas pu la contacter très tôt. Sinon, sa plateforme aussi est vraiment très bien, où j'utilise les drones pour pouvoir faire des mappings, pouvoir même déterminer la superficie et tout. Voilà. Donc, peut-être si vous avez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil un peu sur sa plateforme. J'aurais aimé qu'elle puisse être là aussi partagée et aussi un de mes mentors qui est aux États-Unis, qui est aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un Burkinabé, il vraiment fait des merveilles là-dessus. Peut-être que d'autres occasions vont permettre que ces personnes-là puissent aussi partager d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et s'il te plaît, peux-tu taper le nom de la plateforme dans le chat? Oui, OneFlicky, j'envoie le oneflicky.com. Voilà. Il y a aussi une plateforme au Sénégal qui est assez bien aussi. Je vais mettre ça aussi pour vous. Mais au Burkina, je pourrais dire qu'on n'a pas. Il y a des plateformes que des gens ont développées. Comme Monsieur Kaboré aussi le disait, c'est très bien, mais je pense que c'est pas encore très bien vulgarisé, ce qui fait que c'est difficile. Il y a aussi une plateforme que les gens utilisent, développée par le projet IRIN sur l'irrigation. Donc, si vous allez sur Google, comment on appelle ça? Play Store, vous allez trouver aussi, c'est Iris, qui vous permet aussi de voir un peu en termes d'irrigation, euh, quelles sont les quantités et tout. C'est pas mal. On vous demande des informations sur votre ferme, si vous avez un puits, si vous avez, c'est quelle source d'eau qui se trouve dans votre domaine, quel est les types de cultures que vous avez et tout. Voilà. Et puis, bon, ils font un calcul immédiat, puisque derrière, là, derrière la plateforme, il y a une base de données avec un système qui permet de compiler les informations que vous avez données avec des équations qu'ils ont mis pour pouvoir calculer, estimer et tout. Donc, en tandem, vous allez savoir quelle est la quantité de trucs en termes d'apport d'eau que vous devez faire au niveau de votre culture. Donc, ce sont des solutions qui sont pas mal aussi, de façon locale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est généralement aussi des plateformes pour la commercialisation. Et juste une petite anecdote par rapport au fait de faire des designs, des solutions et autres. J'avais participé en son temps au Burkina à une présentation de plateforme que des gens ont imaginé, ils ont voulu créer. Pourquoi je parlais d'équipe pluridisciplinaire? C'est très important. Donc, bon, la plupart des gens qui ont fait peut-être
qui ont conçu, mais qui voulaient concevoir cette application-là. Ils avaient peut-être des connaissances générales sur peut-être un informaticien et tout, mais il n'y avait pas des gens qui sont du secteur agricole en tant que tel. Donc, ils voulaient faire une plateforme pour pouvoir permettre aux agriculteurs, là, aux producteurs d'oignons de pouvoir écouler leurs produits, puisqu'on sait que les Ghanéens viennent payer beaucoup les oignons là chez nous et puis peut-être d'autres pays, pour qu'ils puissent avoir un accès direct avec les producteurs et puis les gens, tous ceux-là, les consommateurs qui sont dans ces pays-là et tout. Et quand ils ont fait leur chaîne de valeur, ils ont occulté carrément les négociants. Ils disent, ben, ça va pas marcher. Il faut trouver un moyen de pouvoir intégrer les négociants dans votre système. Parce que si le négociant n'a pas quelque chose à l'intérieur, parce que la plupart des camions que vous voyez qui quittent le Ghana pour venir payer, ces camions appartiennent à des Burkinabés. La plupart de ces camions appartiennent à des Burkinabés qui sont immatriculés au Ghana, mais qui viennent dans nos pays. Peut-être le chauffeur peut parler anglais, ou bien même, ça peut être même des Burkinabés qui parlent anglais. Voilà. Mais qui vont venir, qui vont payer, qui vont repartir pour le faire. Si vous voulez les sauter, les occulter pour aller directement connecter avec des gens qui sont au Ghana et tout, ça peut marcher, mais il faut vraiment étudier la chaîne de valeur quand vous faites le design des produits et tout, et inclure tout le monde. Parce que tout ce que vous voulez sauter là-dedans, de un, c'est eux qui viennent payer, et aussi ne vont pas vous laisser avoir un contact direct avec les consommateurs qui sont au Ghana. Non seulement il y a la barrière de la langue, mais aussi ils ont quelque chose dedans. Mais si dans le fait de pouvoir faire le design de votre application, de votre plateforme, vous essayez de voir quelle est la chaîne de valeur, quelles sont les personnes qu'on peut inclure, comment est-ce qu'on peut réduire les coûts et permettre aux gens de pouvoir bénéficier de ça, ça peut marcher. Mais si vous occultez vraiment vous occultez des acteurs qui sont clés, c'est très difficile en fin de compte. Donc, juste pour dire que dans le modèle de design des différentes applications, des plateformes, il faut toujours avoir une bonne information du contexte local. Et ensuite, maintenant, vous pouvez également réfléchir avec une équipe qui est pluridisciplinaire pour mesurer un peu les différents impacts. Et aussi maintenant, voir quel est le business model que vous pouvez adopter pour que ça puisse marcher. Parce que vous allez mettre beaucoup de millions et en fin de compte, si personne n'utilise, c'est très difficile. Vous allez être très déçu et vous allez dire que ça ne marche pas. Voilà. Donc, sans vraiment connaître les besoins des populations, et si vous allez faire des trucs et puis ça va être difficile en fin de compte. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça vienne toujours des populations. Avant de faire le design, allez faire des études de marché, détecter tout ce que vous pouvez faire, associer des gens à l'intérieur aussi. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance et c'est vraiment très important. Donc, merci beaucoup, Monsieur Foro. Ok, ben merci pour un peu imager. Imaginez si vous voulez créer une application de location de maison à Ouagadougou, vous ne passez pas par le Coxer. C'est que ça serait très difficile de mettre à deux. Voilà, Donc, faut trouver un moyen pour les associer, même s'ils auront des commissions, peut-être l'heure effectivement, 2000 qu'ils prennent là, même si vous allez réduire peut-être à 1000 francs, 1500, au c'est moins ça. c'est eux-mêmes qui vont faire la promotion de l'application, quoi. Exactement. Moi également, j'ai deux questions. Mhm, Comment, de façon concrète, l'IA ou les intelligences artificielles peuvent-elles participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina et en Afrique subsaharienne de manière générale? mhm, mhm, Également, la deuxième question, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture, à l'agroécologie ou autres. Quels sont les nouveaux métiers qui ont apparu et les nouveaux métiers relatifs à cette nouvelle phase d'IA appliquée à l'agriculture? mhm. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très déterminant parce que souvent les gens pensent que l'IA va venir peut-être changer, supprimer leur métier et tout. Mais je vous donne l'exemple de trucs. Ceux qui utilisaient un peu la dactylographie, les machines à taper là, pour les trucs. Il y a de cela peut-être des années 80 ou autres, ils se disaient que quand l'ordinateur allait venir, ils allaient perdre du boulot. Non, mais c'était l'occasion pour vous de pouvoir vous réinventer, hein, pour pouvoir vraiment utiliser ces outils-là. Donc, c'est pas mauvais l'intelligence artificielle et ça contribue beaucoup. Quand je parle, par exemple, de la question sur l'autosuffisance alimentaire, c'est très important. Si vous prenez, par exemple, les questions d'intrants, avec les intrants, les populations, les gouvernements payent chaque année une somme considérable en termes d'intrants qu'on doit utiliser, donner, subventionner pour les agriculteurs et autres.
Voilà. Mais si on arrive à intégrer l'intelligence artificielle, par exemple, on peut être à mesure, au lieu de peut-être, je vous disais par exemple que les gens font de l'épandage. Quand vous allez sur le terrain, vous allez voir les agriculteurs, comment ils mettent un peu l'engrais. Ils enlèvent, font des poignées comme ça et puis ils versent comme ça. Donc, ça peut permettre de pouvoir calculer de façon ciblée pour la fertilisation, pour savoir, OK, quels sont les besoins des plantes. Souvent, on donne vraiment de trucs. On épand les engrais organiques ou chimiques sans savoir vraiment, ça va être annexé dans le champ. Et ça a aussi des conséquences. Par exemple, quand vous mettez des engrais chimiques beaucoup dans le champ, ça va créer des sols glacés en fin de compte, qui vont, avec le drainage là également, ça va contribuer à appauvrir un peu vos sols. C'est pour ça que vous allez voir que des gens qui utilisent peut-être les engrais chimiques de façon hasardeuse comme ça, au bout de 5 ans, à l'envers 10 ans, les sols vont s'appauvrir, alors que c'était censé venir rehausser le niveau de fertilité et tout. Mais avec l'intelligence artificielle également, ça peut aider à pouvoir non seulement cibler les besoins de consommation, donc ce qui veut dire qu'au lieu de peut-être utiliser 10 sacs d'engrais pour votre lopin de terre, on peut réussir maintenant à réduire les coûts en termes d'utilisation pour ramener ça à peut-être 5 sacs. Et aussi, ça va augmenter les rendements. Les rendements aussi seront augmentés puisque vous allez faire de l'apport, de l'irrigation d'appoint. Donc, ça va venir automatiquement au moment où la plante en a besoin et de façon efficiente. Voilà. Donc, il y a tout ça également qui rentre en compte. Et aussi, quand on parle des maladies, quand vous arrivez peut-être à détecter des maladies très tôt, ça va vous éviter de pouvoir avoir des pertes. Voilà. Et l'intelligence aussi artificielle pour faciliter également votre gestion post-récolte, pour vous aider à mieux organiser, même ne serait-ce que le calendrier culturel, à mieux organiser le calendrier culturel. Vous allez pouvoir savoir à quelle période vous devez faire des récoltes pour minimiser les pertes. Donc, tout ça, ces trucs, ce sont des champs qui sont assez larges où l'intelligence artificielle peut également contribuer pour résoudre un peu les questions d'insécurité alimentaire. Voilà, ça ne va pas tout résoudre, mais ça facilite quand même. Et ça permet d'optimiser un peu les rendements, de réduire carrément les coûts, voilà, pour que ça puisse être beaucoup plus bénéfique. Maintenant, par rapport au métier, c'est de pouvoir se réinventer, se former. Voilà, par exemple, monsieur Kabouré parlait un peu de trucs, des drones. Voilà, donc c'est vrai que le coût de formation pour les drones, je ne sais pas combien il s'est fait former, mais je voyais une structure qui formait autour de 1 million et quelques. Et maintenant, l'utilisation de drones actuellement, c'est encadré. Il ne faut pas faire voler votre drone n'importe comment. Donc, il y a de nouveaux métiers qui se créent, comme également des pilotes de drones. Voilà, des gens aussi peuvent se spécialiser dans ça pour l'utilisation des drones dans le secteur agricole aussi. Donc, il y a d'autres métiers également qui vont peut-être, même ceux qui sont dans je veux dire quoi, les anciens métiers comme peut-être technicien agricole. En utilisant également l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir améliorer votre diagnostic également. Voilà, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus performant dans votre analyse des choses et d'être beaucoup plus pointu dans votre analyse des différentes situations. Même les ingénieurs, voilà. Il y a de nouveaux métiers également qui peuvent être créés, voilà, donc liés peut-être au data science, où des gens aussi vont vraiment se former spécifiquement pour le domaine agricole. Alors, vous n'allez pas être pathogé, un informaticien qui fait de tout, non? Mais vous avez des niveaux de connaissances qui sont pointus uniquement que pour l'agriculture. Donc, il y a vraiment une opportunité que l'Afrique doit vraiment saisir en ce sens. Nos pays doivent vraiment saisir et développer tout ça. Donc, c'est cette erreur-là que peut-être les Européens ont fait, notamment l'Allemagne, pour ce qui est de l'automobile. Parce qu'à force de se reposer sur leur, oh, OK, on fait des voitures qui sont les plus performantes, qui sont robustes et tout. Pendant ce temps, quoi, les Américains ont investi avec Tesla sur l'intelligence artificielle, avec la Silicon Valley et autres, pour développer des voitures qui sont vraiment autonomes et tout. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris là-bas, ils ont copié, ils ont pris la technologie, ils ont amélioré, ils font même mieux que les autres. Et ils envoient leurs voitures actuellement aussi en Europe. C'est vrai qu'il y a des barrières qu'ils ont mis pour ne pas laisser rentrer tout, mais d'ici peut-être 5 à 10 ans, vous allez voir que les Chinois vont inonder nos marchés de voitures et tout. Même les drones là actuellement, quand les drones qu'on paye, les Américains ont fait ça. Ils ont développé ça premièrement et tout. Mais actuellement, la Chine est leader en termes de drones agricoles et tout. Voilà. Et des gens payent. Et c'est très performant, c'est très bien. Donc,
L'Afrique aussi a un essor par rapport à ça. Il faut qu'on puisse vraiment aussi se développer par rapport à ça. Il ne faut pas être toujours à la traîne pour consommer. Voilà, il faut également développer. On a vraiment des intelligences sur le plan local qui sont capables de développer des solutions. Il faut asseoir tout le monde, il faut créer l'écosystème et permettre aux gens de pouvoir apprendre. Envoyer des gens pour pouvoir aller se faire former et puis revenir encore pour pouvoir utiliser tout ça. Donc, et créer des solutions pour nous-mêmes. Voilà. Donc, je disais quoi? S'il y a des applications ici, ils ne vont pas se concentrer sur notre gombo, sur, je sais pas, sur notre manioc et autres. Si ça ne fait pas partie de leur consommation alimentaire, pourquoi ils vont faire de la recherche un peu sur ça? Souvent, ils peuvent venir soutenir parce qu'ils ont des intérêts. Mais si nous, on a vraiment des intérêts sur ça, il faut qu'on développe la technologie pour ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup, c'est bien clair. Y a-t-il autre question, apport, suggestion? On va qu'on se dise au revoir. Abdoulaye Lankwande, Awaka Bari, Awaka Obiang, Anaïs Mounet, Arsène Kabore, Arthur Clément, Foura Miyombe, Germaine Nakulma, Lionel Kevin Béré, Olivier Belenvigré, Odrago Jessica Parfait Goumou, Samson Dimi Ouedraogo, Serge Séverin Kabore et William Ouedraogo. S'il n'y a pas de questions, d'apport, de suggestions, on va grandement remercier le conférencier du jour, Monsieur Elie Dipama, pour cette brillante présentation et puis ces réponses qui vont nous permettre de mieux approfondir nos connaissances par rapport à l'IA appliquée à l'agriculture. Dans ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro qui sera probablement appliqué à un autre domaine, que ce soit par exemple l'anglais, entreprise ou la recherche d'emploi appliquée à l'IA. Sur ce, merci à toutes et à tous. Bon week-end, bonne célébration Pascal. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Juste vous dire merci, Monsieur Boro, pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir partager un peu sur ce que je connais un peu sur le domaine. Aussi, dire merci à l'ensemble des participants, des contributions également que vous avez faites. C'est juste pour pouvoir nous encourager, la jeunesse africaine, à pouvoir travailler ensemble, collaborer. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut développer. Il ne faut pas aussi rester seul dans son coin pour développer des choses. Il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres frères et sœurs également qui sont dans votre pays, partout en Afrique, pour développer des solutions ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on peut aussi grandir. Et je me réjouis de votre initiative également parce que ça va permettre de démystifier un peu le secteur là et permettre aux gens de pouvoir comprendre que c'est possible et on a toutes les ressources pour pouvoir réussir. Donc, vivement que également d'autres personnes emboîtent également faut pas. Et je vous remercie vraiment pour l'initiative. Bon vent également. Et j'ai hâte aussi d'être à la prochaine session aussi pour encore apprendre aussi. Voilà, avec vous et avec d'autres personnes. Merci. Très bon après-midi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bye à tous. Bye.